Bonjour les amis, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face que je suis très content de faire. Enfin, de lire vos nombreux commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Et j'ai du mal à suivre, mais je réponds à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très sympa d'avoir des abonnés comme vous, aussi proactifs. Avant de commencer l'émission et d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous expliquer quelque chose que le merveilleux Ingo Swann décrivait d'une façon assez exceptionnelle. La plupart des humains ont assez peu besoin d'informations. La plupart des humains acceptent des informations fausses, car cela demande énormément de travail pour distinguer les informations fausses des autres. Mais en plus, la plupart des humains ne professent aucun désir de recevoir d'autres types d'informations. La plupart des humains possèdent ce que l'on pourrait appeler une zone de confort informationnel. Ils aiment cette zone, et ne souhaitent pas particulièrement qu'une gêne y fasse intrusion. Voilà pourquoi une information qui détruit les zones de confort est considérée au final avec répugnance, voire pour certains avec beaucoup de dédain et d'agressivité. Je pense que vous pouvez tester auprès de personnes que ce que je viens de vous dire et que vous, abonnés particuliers, n'appartenant surtout pas à cette catégorie de personnes, avez sans doute déjà pu expérimenter ou constater. Je vais, hélas, dans cette émission, déranger une vaste zone de confort pour beaucoup, car une campagne de désinformation massive est montée depuis plus d'un siècle sur notre satellite, la Lune. Cela ne date pas d'hier, donc. Mais comme à mon habitude, on ne va pas plonger en pleine théorie de la conspiration, mais plutôt dans un rétablissement de la vérité en se basant, comme à mon habitude, sur des sources fiables que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui veulent approfondir certains sujets. Nous avons vu dans les deux émissions précédentes que l'émission Apollo était sans aucun doute tournée en studio de cinéma. Pour ceux qui ont encore envie de penser le contraire, je pense que dans les 3 à 5 prochaines années maximum, cela sera officialisé. Une fois de plus, je me répète, la NASA dépense de l'argent pour continuer à le faire croire, alors qu'il suffirait très simplement de braquer une caméra haute définition, des nombreuses sondes leur appartenant survolant la Lune, en nous montrant, par exemple, la photo haute définition d'un rover lunaire abandonné, pour faire taire définitivement les sceptiques. Mais ils ne le font pas, tout comme nous n'avons toujours pas des photos haute définition de la surface lunaire, ce qui était supposé nous montrer différentes sondes envoyées ces dernières années sur la Lune. Mais on ne peut hélas que constater qu'il n'y a toujours rien. Après, à la limite, je vais vous dire, fake ou pas ces missions Apollo, le constat est là, que personne ne peut contester. Aucun pays n'est allé sur la Lune depuis. Et fake ou pas, cela n'aura aucune incidence sur l'exposé de cette émission qui n'est basée que sur la Lune. Construire une base fixe sur la Lune aurait coûté beaucoup moins cher que l'ISS et aurait eu des avantages bien supérieurs tant au point de vue scientifique, astronomique qu'économique. L'envoi récent d'une sonde chinoise sur la face cachée de la Lune a fait la une de tous les médias, ce qui démontre l'engouement énorme du public pour la conquête spatiale. Mais comme d'habitude, après les unes, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent. On attend donc maintenant les images de la sonde privée israélienne Beresheet qui devrait se poser dans le 10 avril prochain. Il y a donc une raison majeure pour laquelle nous ne sommes pas retournés ou tout simplement pas allés sur la Lune. Et malgré les annonces multiples de ces 20 dernières années, nous ne sommes pas prêts d'y aller. Alors pourquoi? Pour le trouver, il nous faut mener une enquête minutieuse. Commençons par ce que nous savons vraiment de la Lune. Les scientifiques avancent par hypothèses et elles sont nombreuses.
Et oui, la Lune embarrasse les scientifiques, et aucun d'eux n'est capable d'expliquer les origines et les caractéristiques singulières de la Lune. Même si, vous l'aurez compris, les scientifiques ayant horreur du vide, ils n'hésitent pas à émettre des hypothèses abracadabrantesques pour combler leur ignorance. Alors, quelles sont ces hypothèses? La première fut la capture d'un astéroïde provenant de l'espace. Hélas, la Lune est trop grosse pour pouvoir être captée ainsi dans le champ gravitationnel de la Terre si elle venait de l'espace. Elle aurait été de facto attirée par le Soleil et se serait satellisée autour du Soleil et non de la Terre. Les probabilités d'une telle capture avec placement sur une orbite quasi circulaire autour de la Terre sont très très faibles pour être vraisemblables. Dans le cadre, évidemment, des lois de la mécanique céleste. Il est à noter à ce sujet que Mercure ne dispose pas de satellite, Vénus non plus, et Mars a comme satellite deux cailloux, Phobos de 11 km de rayon et Deimos de 6 km. Donc strictement rien à voir avec notre imposante Lune. Une autre hypothèse serait la fission. Une partie de la Terre en formation se serait détachée par la force centrifuge. Hélas, le peu de similitude entre la composition de la Terre et celle de la Lune invalide cette hypothèse. On le verra plus loin. Troisième hypothèse, la co-accrétion de débris du système solaire restant après la formation de la Terre. Hélas, un gros objet comme la Terre en formation capte tous les matériaux épars, n'en laissant aucun susceptible de former un autre corps, tous aussi importants que la Lune, et juste à côté. Quatrième et dernière hypothèse, dominante en ce moment, la formation de la Lune est due à la collision de la Terre avec une autre planète, que l'on a même surnommée Theia. Au début, ils envisageaient un impact. Maintenant, ils préfèrent l'hypothèse que Theia et la Terre auraient fusionné et que les débris auraient alors donné naissance à la Lune. Si cette thèse est plausible, c'est-à-dire un choc d'une telle violence qu'il pulvérise les deux planètes pour n'en former qu'une et des déchets, dans ce cas les déchets égale la Lune, la Lune et la Terre devraient alors avoir des compositions mélangées et proches l'une de l'autre. On verra que ce n'est absolument pas le cas. Les caractéristiques les plus intrigantes concernant la Lune sont le fait de faire un tour sur elle-même exactement dans le même temps qu'une révolution autour de la Terre, ce qui a pour effet de nous présenter toujours une même face. On appelle cela une rotation synchrone. D'autre part, sa distance à la Terre, combinée avec son diamètre par rapport à celui du Soleil, fait que vu de la Terre, Soleil comme Lune présente à 1 minute d'arc près le même diamètre apparent moyen, ce qui nous régale d'éclipses solaires totales magnifiques. C'est un cas unique dans notre système solaire. Le rapport taille-Lune-Terre est le plus élevé parmi tous les couples planètes-satellites du système solaire. Et par ailleurs, la densité de la Lune est extrêmement faible pour un objet de cette taille. Pour enquêter sur la Lune, il nous faut aussi étudier l'histoire. La plus vieille représentation de la Lune est présente sur le fameux disque de Nebra, qui continue à faire couler beaucoup d'encre et qui alimente les chaînes avides de sensationnel. Voici ce disque de Nebra. Il date de 1600 avant notre ère. C'est très récent. Uniquement 3600 ans nous séparent de lui. Je ne vais pas faire une émission sur ces disques, mais juste vous faire cogiter les méninges 2 minutes. Je pense que vous êtes comme moi, n'êtes jamais lassé du spectacle que peut offrir la Lune dans le ciel. Que dire d'une lune rouge géante ou d'une éclipse de lune? Mais vous savez ce que c'est. Et vous êtes tout de même émerveillé du spectacle que cela offre. Du reste, ces phénomènes continuent à faire les unes des médias quand ils se produisent. Preuve que nous n'en sommes jamais lassés.
Imaginez nos ancêtres, vous savez, ceux qui vivaient dans les cavernes et s'amusaient à dessiner sur leurs parois. J'ai eu beau chercher et je n'ai trouvé aucune représentation de la Lune. Pourtant, au temps des hommes des cavernes, loin de toute pollution atmosphérique, loin de la pollution lumineuse de nos villes, quel spectacle extraordinaire cela devait être. Imaginez ce qu'ils devaient ressentir sans savoir ce que c'est. Et c'est la même chose pour les orages, les éclairs, la foudre, rien à la place des animaux qui, eux, ils côtoyaient, tuaient tous les jours. Alors certes, des nouveaux amateurs de sensationnel se demandent par exemple sur cette photo si le groupe de points noirs au-dessus de l'animal ne correspondrait pas à l'amas des Pléiades. Mais ils ne sont pas plus intrigués que cela de l'absence de représentation de la Lune. Peut-être suis-je le seul à me poser ce genre de questions, mais si j'avais un côté artiste-peintre, que je n'ai absolument pas, je ne pense pas qu'à la fin d'une journée épuisante au travail, il me traverserait l'esprit de dessiner mon quotidien, mon ordinateur, mon smartphone, une salle de réunion, ma voiture, mon ristretto. Je referme ici la parenthèse, je lirai vos avis avec grand intérêt. Peut-être ai-je mal cherché. Car personnellement, cette affaire m'a toujours surpris au plus haut point. Reprenons le fil et regardons les premiers croquis de la Lune, croquis bien évidemment faits par Galilée avec sa lunette en 1610. Cette photo a été prise dans le Field Columbian Museum à Chicago en 1898. Elle montre un modèle de la Lune fabriqué par l'Allemand Johann Friedrich Schmidt Julius. Elle est composée de 116 sections de plâtre tenues en place. Vous avez ici, publié en 1742, dans l'Atlas Coelestis de Johann Doppelmayr, un document qui compare les deux toponymies rivales de la Lune, celle d'Hevelius et celle de Riccioli, qui fera référence en faisant appel à des noms d'astronomes et de philosophes célèbres. Ici, vous avez une illustration de la surface de la Lune dessinée par Étienne Trouvelot. Un directeur du Harvard College Observatory inclut Étienne Trouvelot dans son équipe en 1872 après avoir remarqué la qualité de ses illustrations. En 1875, Étienne Trouvelot se voit confier l'utilisation de la lunette astronomique de 66 cm de l'Observatoire naval des États-Unis pour une durée de 1 an. Tout au long de sa vie, il produira plus de 7000 illustrations astronomiques. 15 de ses plus beaux pastels seront publiés par la maison d'édition Charles Scribner's Sons en 1881. On va reparler d'Étienne Trouvelot tout de suite après. Et de nos jours, qu'avons-nous comme représentation de la Lune ? Eh bien, nous avons des sondes qui nous envoient des images en temps réel presque. Voici une capture de 2013 prise par la sonde Juno en route pour Jupiter. Des images de piètre qualité, mais on s'en fiche, on s'en fiche. Notez la différence de taille entre la Lune et la Terre, et notez le fait que la Terre tourne.
Vous avez bien noté la différence de taille et le fait que la Terre tourne. Voici une autre vidéo, diffusée cette fois en 2015 par la NASA, montrant la Terre et la Lune immortalisées ensemble par le satellite Discovery. La NASA explique dans cette série de clichés compilés par ses soins que l'on peut voir la face cachée de la Lune, jamais visible de la Terre, pleinement éclairée par le Soleil. Ce satellite, Discovery, est en orbite à 1,6 million de kilomètres de la Terre. Les clichés ont été pris sur une période de 30 secondes. Essayez, en regardant cette vidéo, de vous imaginer sur la Lune, sur la face qui se montre toujours à la Terre, hein, à ce moment-là. Essayez. Adam Szabo, un scientifique du projet Discover, a expliqué que les images avaient surpris les scientifiques. C'est étonnant à quel point la Terre est plus lumineuse que la Lune. Notre planète est un objet véritablement brillant dans l'espace comparé à la surface lunaire, a-t-il dit dans un communiqué de la NASA. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bizarre que la NASA puisse s'émerveiller de cela en 2015, mais passons. Vous avez pu noter la taille de la Terre par rapport à la Lune? Souvenez-vous de ce qu'on nous a montré des missions Apollo et notez que, comme d'habitude, on ne distingue rien de cette surface lunaire et que c'est les sempiternelles mêmes images de la Terre. Mais ce qui compte ici, c'est la taille apparente de la Terre, vue de cette sonde Discovery, et qu'elle tourne. Hélas, lors des missions Apollo, je n'ai pas attendu un astronaute s'extasier sur le fait de voir la Terre si proche, si énorme, si belle, si lumineuse, et de s'extasier surtout de la voir tourner. Nous, sur Terre, on s'extasie du spectacle d'une lune géante rouge, cela fait la une des journaux 3 jours avant, 1 jour après, et là, les astronautes, ils sont sur la Lune, ils préfèrent faire des bons, comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, du n'importe quoi, et pas une seule vidéo de cette fantastique Terre là, lumineuse devant, en train de tourner. Voilà, en gros, l'image de la Terre que l'on devrait avoir de la Lune. La même différence que celle réelle vue des sondes. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, ah ben tiens, en direct, avec les sondes, on voit la Terre et la Lune ainsi, et ensuite dire, ah ben oui, non, mais de la Lune, en fait, on voit la Terre toute petite. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Sauf pour les fanatiques drogués de la NASA, qui sont capables de trouver n'importe quelle explication pour justifier n'importe quoi. Et donc, ça aurait été un fantastique spectacle. Enfin, personnellement, je pense que vous aussi, si vous aviez été dans ce cas, vous auriez été extasié et vous auriez, et bien évidemment, passé les caméras, les appareils photo sur cette fantastique Terre. Bien, revenons à Étienne Trouvelot, ce fabuleux astronome illustrateur français, précurseur des illustrations de la NASA. Durant la nuit du 20 février 1877, il voit dans le cratère Eudox un mince rayon lumineux tendu en travers du cratère. Il en décrira plein d'autres. Par exemple, le 23 janvier 1880, dans le cratère Aristarque, et des observations de ce genre, il y en a depuis la nuit des temps, il y en a des dizaines de milliers depuis l'invention de la lunette de Galilée. De nos jours, on les appelle LTP, phénomène lunaire transitoire, et personne ne sait ce que c'est. Ces LTP ont été vus dans les cratères Proclus, Picard, dans la noirceur du cratère Bessel, dans le cratère Marius, Hercule, Cassini, Platon, Aristarque, Timocharis, pour n'en citer que quelques-uns. William R. Corliss en a fait une synthèse dans son livre « La Lune et les planètes », où il expose une quantité impressionnante de phénomènes lumineux. Il regrette qu'ils soient rarement mentionnés dans la littérature scientifique, parce qu'ils ne peuvent pas exister selon la doxa scientis. Or, l'avènement de l'ère spatiale et les envois de sondes nombreuses autour de la Lune auraient dû apporter des éclaircissements sur la nature des phénomènes lumineux lunaires. En particulier,
ceux que l'on a rapportés comme étant en mouvement ou se déplaçant dans une direction donnée. Pourtant, le silence officiel à ce sujet est assourdissant. La NASA elle-même a édité un fascicule d'une 50aine de pages sur le sujet intitulé Chronological Catalogue of Reported Lunar Events. Je vous mets dans les liens pour ceux qui voudraient le consulter. On voit ici, par exemple, dans ce même catalogue, quelques lieux de PLT répertoriés par la NASA. Ce catalogue compile 579 observations entre 1540 et 1967, dont 75% de PLT et 25% restants faisant référence à des brumes, vapeurs, brouillards, nuages. Il est étonnant de voir avec quelle facilité les astronomes parlent aisément de brouillards, de brumes, de nuages sur la Lune, alors que dans le même temps, ils clament haut et fort que la Lune est un astre mort sans atmosphère. La brume, c'est de l'eau et de l'air, sauf si bien sûr on parle de composés chimiques tels que le soufre. Oui, mais alors ça voudrait dire activité de type volcanique. Mais loin alors de l'astre mort dans tous les cas. Mais ce catalogue n'est qu'un ridicule petit condensé. Beaucoup d'observations n'ont pas eu le droit d'y être mentionnées. Pour vous donner un ordre de grandeur, pendant la moitié du 19e siècle, la Société astronomique de Grande-Bretagne a enregistré, tenez-vous bien, 1600 événements lunaires sur une période d'à peine 2 ans, en utilisant un télescope de 30 cm de l'Observatoire Royal de Greenwich. 1600 en 2 ans pour les Anglais, avec un télescope, 579 pour la NASA en 427 années et des milliers de télescopes. Cherchez l'erreur. Une fois de plus, la NASA essaye de vouloir montrer qu'elle fait des choses alors qu'en réalité, elle fait tout pour en cacher ce que prouve ce catalogue. Bizarrement, aucun autre catalogue depuis, malgré la performance accrue des télescopes et surtout l'envoi de sondes. Il y en a même qui prennent en vidéo le bal entre la Terre et la Lune, comme on a pu le voir. Retournons sur la Lune. Le cratère Platon est célèbre pour ses lumières, par exemple. Il fait environ 100 km. Et oui, ça fait 100 km. On a l'impression que c'est le Stade de France, mais non, vu de la Terre, c'est pas le Stade de France, c'est 100 km. Ça. Donc il fait environ 100 km de diamètre et a un fond qui change de couleur. Oui, il y a des couleurs. Ses rebords sont assez élevés et sont parfois obscurcis par des brumes qui se développent au-dessus d'eux. On voit nombre d'objets luminescents se déplacer. D'autres forment des dessins géométriques, comme des cercles, des carrés, des triangles. Parfois, des lumières sont aperçues provenant de cratères adjacents, se déplaçant vers Platon, puis dévalant ses bords. En 1966, on y a aperçu une très grande quantité de points rougeoyants. Pourtant, quand on le voit comme cela, qui peut croire en autre chose qu'une vaste étendue morte? En fait, la désinformation sur la Lune est très visible pour peu que l'on se penche sur le sujet. En effet, en ce moment, il y a de nombreuses publications soi-disant scientifiques qui tendraient à vouloir faire croire à une composition très proche de la composition du sol lunaire et de celui de la Terre. Hélas, c'est complètement démenti par la NASA elle-même, qui n'avait pas à l'époque pensé à maîtriser cette information tout à son envie de vouloir prouver à tous que des Américains avaient posé le pied sur la Lune, en distribuant généreusement au monde entier des roches lunaires. Je vous rappelle que celles-ci se trouvent en abondance sur Terre sous forme de météorites, voire mes précédentes émissions. Or, que disait la NASA en 1970 par exemple? Je vous mets dans mes liens le descriptif que vous pourrez aller voir. Il dit: un récent communiqué divulgué par la NASA informe que selon les premières analyses, les roches lunaires comptent 4,6 milliards d'années. En surface de la Lune, on trouve des roches plus vieilles que la plus vieille des roches terrestres, datant de 3,4 milliards d'années, ce qui donne une différence de 1,2 milliard. À ce sujet, depuis quelque temps, là, on a trouvé une roche terrienne plus vieille. Bien entendu, par la suite, la NASA essaiera de s'en sortir par des théories fumeuses comme quoi les plus vieilles roches terriennes étaient sans aucun doute enfouies profondément. Certes,
Mais bon, la plus vieille roche terrienne, même enfuie, est plus jeune de 1 milliard d'années qu'une roche à la surface de la Lune. Petite anecdote pour vous faire rire. Vous vous souvenez du bout de bois fossilisé donné à un musée hollandais alors que l'ambassadeur US l'avait donné en octobre 69 comme roche lunaire? Les gars, ils font un truc incroyable, ils vont sur la Lune, ils reviennent de la Lune, ils sont en quarantaine 40 jours et juste après, le petit ambassadeur américain US de Hollande offre ça au Premier ministre hollandais. Quelle générosité ce pays. Eh bien, fin janvier de notre année à nous, 2019, le troisième plus gros caillou, 9 kilos, ramené de ses soi-disant missions Apollo, a défrayé les chroniques car lui aussi a été analysé. C'est une roche terrienne. Plutôt que de remettre en doute son origine, les scientifiques échafaudent des hypothèses pour savoir comment un caillou terrien s'est retrouvé sur la Lune. Et là, il y a des théories, je vous dis pas. Ils sont vraiment trop drôles. Il est à noter que pour ceux qui adorent étudier les vieux livres comme moi, qu'il était communément admis dans les années 70 d'une Lune beaucoup plus vieille que la Terre. Oh là 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 là, quelle hérésie. Mais nous allons voir que ce n'est pas si hérétique que cela, car fort heureusement, la NASA se donne elle-même le bâton pour se faire battre. En 1973, le très sérieux journal d'astronomie de Harvard, Sky and Telescope, rapporte que lors d'un colloque concernant la Lune, une roche lunaire avait été estimée à, tenez-vous bien, 5,3 milliards d'années. Mais alors là, on se pose un problème bien plus grand. Cela voudrait dire que la Lune se serait formée avant la création du système solaire. Mais ce n'est pas tout. La poussière lunaire entourant ces roches serait elle-même plus vieille de 1 milliard d'années encore. L'analyse chimique a montré que sa composition différait totalement de celle de la poussière environnante. À propos de cette poussière lunaire, on ne connaît toujours pas sa réelle composition, car figurez-vous que Rachel Caston et son équipe de l'école de médecine de l'université de Stony Brook aux États-Unis ont exposé des cellules pulmonaires humaines et des cellules cérébrales de souris à des échantillons de cette poussière lunaire. Je rappelle aussi ici que Russes et Américains ont envoyé des sondes sur la Lune et que les deux disposent de poussière et de roches. Ils ont alors découvert que jusqu'à 90% des cellules pulmonaires humaines et des neurones de la souris étaient détruits une fois exposés. Là aussi, je vous mets un lien, bien que vous puissiez trouver cette source d'information facilement sur des nombreux médias sur le net. Pour vous prouver ce que je vous dis en matière d'information, je vous mets aussi un article paru sur 2 pages dans l'énorme New York Times Magazine, le 16 avril 1972, intitulé « The Moon is more of a mystery than ever ». La Lune est plus mystérieuse que jamais. Écrit par Earl Hoover. Mais alors là, c'est fabuleux à lire. On se rend compte qu'ils sont totalement perdus. Et en gros, la conclusion est que les différences sont si énormes entre la Terre et la Lune qu'elles n'ont pu se former que loin l'une de l'autre et dans des circonstances totalement différentes. L'importance des considérations et des mystères publiés par Hubble tient au fait que ces anomalies différentielles étaient établies et acceptées scientifiquement. Sinon, bien entendu, elles n'auraient jamais été publiées dans un journal comme le New York Times Magazine dans 2 pages centrales. Il en est ainsi de toutes les publications de cette époque, avant que cela ne disparaisse progressivement à partir justement de 1972 pour revenir à une hypothèse incroyable de la naissance en même temps de la Terre et de la Lune. Cela démontre la puissance énorme de la désinformation. Outre le problème de l'âge des roches, il y a aussi la densité moyenne. La Lune a une densité moyenne de 3,34 grammes au centimètre cube, contre 5,5 pour la Terre. Or, si la Lune et la Terre s'étaient formées en même temps, alors que leur densité moyenne devrait être semblable, on les explique alors que, pour justement expliquer cette différence, que le noyau de la Terre en fer, on va pas revenir dessus, mais prenons l'hypothèse, fait la différence car très dense. Ok.
Donc la Lune est creuse. La possibilité que la Lune soit creuse a été mentionnée pour la première fois en 1962. Le docteur Sean C. Solomon, du MIT, s'il vous plaît, écrivit dans la revue Astronautics de février 62 que les expériences du Lunar Orbiter ont grandement accru notre connaissance du champ gravitationnel lunaire, conduisant à l'effrayante possibilité que la Lune soit creuse. Alors pourquoi effrayante? Effrayante, car si elle est creuse, cela veut dire que la Lune ne peut plus être naturelle et qu'elle est donc artificielle. Carl Sagan lui disait « Un satellite naturel ne peut pas être creux ». Ce qui a été par la suite confirmé à de nombreuses reprises. Les sondes ayant déposé sur la Lune des sismographes ont étudié l'impact soit des météorites tombant sur la Lune, soit en y envoyant des sondes s'y écrasées. Or, le fait est là. La Lune résonnait comme une cloche. Beaucoup de ces expériences n'ont jamais été rendues publiques, sauf une, celle qui concernait Apollo 12, comme par hasard. Le colonel Ross Dedrickson était responsable de la gestion de l'inventaire des stocks d'armes nucléaires des États-Unis. Il avait passé un long séjour à la Commission américaine de l'énergie atomique. Peu de temps avant son décès, Dedrickson a déclaré au monde que les États-Unis avaient tenté de faire exploser des armes atomiques sur la Lune à des fins scientifiques de mesure, et que ce projet avait été stoppé par des extraterrestres. Ok. En lisant cela, 99,999% de la population va se bosser et se moquer. Les autres, 0,001%, vont se demander comment un colonel se permettrait, à l'aube de sa mort, de raconter des âneries pour laisser ensuite sa famille, ses enfants, ses proches sujets à la moquerie. Bien sûr, si on ne peut pas vérifier ses propos concernant les extraterrestres, on peut tout de même essayer de faire des recherches pour savoir si ce projet de faire exploser des armes atomiques sur la Lune a existé. On a la chance, je vous le rappelle, d'être entré dans une période de déclassification de nombreux documents. Je rappelle une période de déclassification de documents top secret de 50 ans. Et effectivement, on trouve un tel projet secret déclassifié. Bien entendu, je vous mets en lien le PDF de ce rapport complet pour ceux qui veulent le lire. En préambule de celui-ci, on peut lire. Et n'oubliez pas que ce sont des gradés qui écrivent et que nous sommes en 1959, bien avant le discours de Kennedy sur la Lune. Donc, une étude a été menée sur diverses théories de la structure et de l'origine de la Lune, et une description de la nature probable de la surface lunaire est donnée. Les domaines discutés en détail sont les études optiques lunaires, les observations sismiques, les champs magnétiques et de surface lunaire, les effets des plasmas et des champs magnétiques et la matière organique sur la Lune. Donc, en 1959, les militaires étudiaient les diverses théories de la structure et de l'origine de la Lune. Le chapitre 5 du rapport est intitulé « L'environnement de rayonnement de haute énergie de la Lune ». On y trouve également sous ce chapitre le fait qu'ils avaient déjà mené des études sur des pierres lunaires trouvées sur la Terre. Plus loin, à la lecture, on s'aperçoit qu'ils connaissent déjà la grande quantité d'hélium-3 présent sur la Lune, absent sur Terre. À la page 270, il est très étonnant de constater qu'ils s'inquiètent énormément de la composition de la poussière lunaire et évoquent les risques de contamination qu'elle pourrait engendrer. On est en 59 ! Et page 271, je vous traduis. Il y a des raisons de croire que la Lune s'est formée entre 5 à 6 milliards d'années de la nébuleuse solaire. Ils émettent ensuite l'hypothèse que la Lune disposait d'une atmosphère qu'elle aurait perdue avant d'en avoir constitué une deuxième. Ce rapport de près de 300 pages est d'un très très haut niveau scientifique. On se rend compte à sa très difficile lecture qu'en 1959, les hommes en savaient bien plus sur la Lune
que ce qu'ils en disaient à l'époque et surtout 10 ans plus tard. Serait-il totalement inimaginable qu'en 2069, un autre Sylvano fasse une émission disant qu'en 2019, l'homme en savait bien plus sur la Lune que ce qu'ils en disaient à l'époque? Pour les courageux qui veulent lire ce rapport, il sera dans les liens bien sûr, j'ai eu à la fois mal à la tête à le lire, mais aussi pris un grand plaisir. Avec une grande admiration, je dois l'avouer, car ça mélange rigueur militaire et rigueur scientifique. Et à l'époque, ils n'avaient pas de tabou, quoi. C'est-à-dire qu'ils osaient émettre des hypothèses et ils n'avaient rien à cacher, qu'ils cachaient rien. Bon, ils savaient que ça allait être secret, ce document. Mais waouh, ça a fait un choc à lire, je vous le dis tout de suite. Les soviétiques, eux, n'étaient pas en reste, notamment avec le programme très peu connu du grand public appelé Lunokhod. Lunokhod. Ils ont envoyé 2 véhicules d'environ 800 kilos qui ont fait des tests entre 1969 et 1972 en effectuant des milliers d'analyses. Ces robots étaient constitués en alliage de magnésium pressurisé et tenez-vous bien, ils embarquaient 11 kilos de polonium-210 radioactif qui, en se désintégrant, fournissait un chauffage d'appoint. Le Lunokhod était conçu pour résister 3 mois. Ces missions russes ont ramené beaucoup plus d'informations des missions Apollo, même si elles avaient été réelles. L'exploitation des analyses des roches lunaires ont apporté un lot de découvertes tout à fait inhabituelles. Il semble que la Lune possède une coque extérieure très résistante et un intérieur vide. La coque contient des minéraux très denses, comme le titane, mais aussi de l'uranium 236, du neptunium 237, éléments que l'on n'a jamais trouvés dans la nature sur Terre. En 1976, les soviétiques annoncent avoir trouvé des particules de fer pures, non oxydées, après des années de séjour sur Terre. Le fer, non allié à d'autres métaux, qui ne rouille pas, est inconnu dans la nature et la technologie actuelle n'est pas en mesure de le produire. Il ne faut surtout jamais oublier que l'on est passé, avec la conquête de la Lune, d'une guerre froide sans merci entre URSS et USA à une entente complète et cordiale juste après. Les soviétiques avaient le même projet que les Américains, c'est-à-dire coloniser la Lune avec la construction de modules habitables. Les faits sont là. Les Russes et les Américains voulaient coloniser la Lune. Il est évident que celui qui réussissait le premier devenait de facto la seule et unique première puissance mondiale. Il faut vraiment se remettre dans ce contexte de guerre froide. Le communiste était l'ennemi absolu aux US, le ricain en URSS. Alors quel phénomène assez ahurissant peut faire passer de grands ennemis en amis très peu de temps? Je vous mets un lien sur le fait que les soviétiques aussi voulaient coloniser la Lune. On en arrive à un point crucial, déjà évoqué dans mes vidéos sur les missions Apollo. Les images à haute résolution montrant les détails de la surface lunaire ne peuvent être obtenues que grâce à des équipements très coûteux et non accessibles au grand public. Si vous gagnez 1 milliard d'euros, de dollars à la loterie demain et que passionné d'astronomie, vous décidiez d'y accorder une partie pour l'achat d'un télescope de très grande taille, vous ne pourrez pas. Le matériel existe, mais il est sous contrôle officiel. La simple question pourquoi devrait faire réfléchir les sceptiques. Les données disponibles à basse résolution sont si abondantes et si probantes qu'elles aboutissent à une certitude logique empêchant de remettre en cause le concept de la Lune morte, ce qui satisfait la plupart des gens, car cela rentre dans leur zone de confort informationnel. Si on se plonge dans les publications scientifiques de la fin des années 50 et début 60, elles faisaient référence à la construction en cours de télescopes si puissants qu'un ballon de basket sur la Lune aurait été vu. Il n'y a qu'à voir ce que les caméras des satellites sont capables de faire sur Terre. Elles sont capables de lire la composition d'un paquet de chewing-gum. Imaginez sur la Lune ce type de caméra avec une atmosphère moins dense que la Terre, avec nos télescopes du commerce. Le Stade de France serait vu comme un point. Vous avez vu tout à l'heure le cratère Platon, 100 km, comme il est vu. Et en grossissement. On reviendra sur ce sujet. Néanmoins, il y a des secrets qu'il faut savoir à temps révéler, sous peine que le mensonge ne soit dévoilé. Ainsi, en 1998,
des scientifiques annoncèrent avec surprise la découverte d'eau sur la Lune. Grâce à Internet, la nouvelle se répandit extrêmement vite. Mais pour les véritables sélénologues, alors sélénologues, c'est ceux qui étudient scientifiquement la Lune, ce n'était qu'une confirmation bien tardive de quelque chose de connu depuis des décennies. La conséquence de ceci est que là où il y a de l'eau, l'atmosphère n'est pas loin. La colonisation de la Lune aurait dû par la suite permettre d'être la rampe de lancement vers d'autres planètes. Mais de façon inexplicable, les deux superpuissances ont préféré coopérer pour fabriquer une station spatiale plutôt qu'une base lunaire. Il n'y a strictement aucune logique à cela. Elle coûte plus cher, elle est plus difficile à entretenir, ne permet pas les mêmes observations et les mêmes expériences que sur la Lune, et surtout, elle ne permet nullement l'exploitation des formidables ressources minières de la Lune. Donc cela veut dire que quelque chose de bien supérieur à la logique a fait renoncer les deux superpuissances et les autres, par la suite, à coloniser la Lune et à s'empresser de nous la présenter toujours comme un astre mort. Pour vous le prouver, sachez déjà qu'en 1903, William H. Pickering, un célèbre sélénologue, mais aussi astronome américain, ayant par exemple découvert la 9e lune de Saturne, publiait un ouvrage universitaire sur la Lune. Il écrit « L'idée selon laquelle la Lune est un monde mort et inerte est si répandue et si fermement ancrée dans les esprits que l'opinion publique et le monde scientifique s'accordaient de façon unanime sur ce sujet. Mais que cette opinion unanime était fondée sur des données inappropriées. Il faisait bien sûr référence aux milliers d'observations télescopiques de variations de la surface lunaire, notant que les seules explications plausibles de celle-ci étaient la présence d'air et d'eau. En fait, les astronomes déclarent d'emblée qu'il ne peut y avoir de variations, et ne veulent surtout pas les voir, car il n'y a pas d'air et d'eau sur la Lune, point final barre, alors que les sélénologues constatent qu'ils ont observé ces variations se produire. Une chose étonnante va néanmoins se produire. Un diplômé en astronomie, Maurice K. Jessup, qui avait enseigné l'astronomie et les mathématiques à l'université du Michigan, puis construit l'un des plus grands télescopes à miroir de l'hémisphère sud, édite un livre en 1957. Le titre est stupéfiant. Non pas parce que la Lune occupe la une du livre, mais par son titre. Le problème persistant des ovnis. Et comme on peut le lire sur la première ligne sous l'image de la Lune, From the craters of the moon, des cratères de la Lune. Ce qu'il y a encore de plus étonnant, c'est que son livre a de suite attiré l'attention de beaucoup de monde. Et il reçut un jour une documentation secrète de l'expérience de Philadelphie. Ce sujet, je ne vais pas le traiter aujourd'hui. Sachez juste, mes amis, que tout est lié. Sachez aussi que le 20 avril 1959, on avait relié de façon quasi invisible le pot d'échappement de sa voiture à l'intérieur. Bien évidemment, on conclut très vite au suicide. Je fais appel ici aux éditeurs éventuels qui me regardent, qu'ils aillent regarder les livres écrits par William Earl Corliss, que j'ai cité plus haut dans l'émission, et ceux de Maurice K. Jessup. Bien entendu, aucun de ces livres n'est plus édité, et ils n'ont jamais été traduits en français. Mais si vous arrivez à en avoir les droits, en plus, ils sont très vieux, je vous garantis de très belles ventes. De 1953 à 1962, c'est un autre sélénologue, Waldemar Axel Virchow, qui publia toute une série de livres très intéressants, intitulés Notre monde voisin, La surface de la Lune, L'étrange monde de la Lune, La vieille Lune et la nouvelle Lune. Un beau résumé. Lisons ensemble la légende de son livre. Le titre donc, Le monde étrange de la Lune. Mais en dessous, il y a Its seas, mountains, atmosphere, climate and its possible life. Je vous traduis. Ses mers, ses montagnes, son atmosphère, son climat et la possibilité de la vie. Ce livre a été écrit en 1959. Pour la petite histoire, dans un de ces livres,
intitulé Life, Mind and Galaxies, la vie, l'esprit et les galaxies. Il spécule que l'esprit semble être une entité du même ordre que l'énergie et la matière. Une idée bien en avant de son temps, totalement stupéfiante, un précurseur. Comme quoi, tout a déjà été écrit depuis longtemps sur de nombreux sujets. On ne fait que les redécouvrir, ressasser la même chose depuis plus de 60 ans. On tourne en rond. Les livres de Jessup et Firsoff présentent des preuves qui ne peuvent être contredites scientifiquement, des preuves d'une atmosphère lunaire qui a été confirmée en 1997, de la présence d'eau confirmée en 1998, mais aussi de la végétation. Et évidemment, on s'arrangea pour que ces livres fussent rapidement épuisés. Comment procédait-il, par exemple, pour déterminer, derrière leur télescope, que la Lune possédait une atmosphère? Bien. Quand la Lune passe devant une étoile, si celle-ci n'avait pas d'atmosphère, l'étoile disparaîtrait instantanément. Cependant, s'il y a une couche gazeuse, alors la lumière de l'étoile commence d'abord à s'affaiblir avant le passage derrière la Lune. Ils ont pu déterminer que l'épaisseur de l'atmosphère lunaire est de 5 km et est bien évidemment plus dense au niveau de la surface. L'atmosphère lunaire cause en outre un frottement suffisant pour provoquer des éclairs d'incandescence quand de petits météorites la traversent. En 1997, on a admis qu'il y avait sur la Lune une fine couche d'atmosphère. Alors, pourquoi dans les années 50, les scientifiques, les astronomes, les sélénologues, la NASA, les militaires savaient depuis longtemps qu'il y avait une atmosphère lunaire et ensuite, c'est passé à la trappe, plus d'atmosphère, avant de revenir maintenant, dans les fins des années 2000, à l'acceptation de nouveau de cette atmosphère lunaire. C'est un peu comme vous vous rappelez, pour les ceintures de Van Allen, c'était un problème avant les missions Apollo de les traverser, c'était plus du tout un problème pendant, et c'est de nouveau un problème après. Pour l'atmosphère lunaire, on savait qu'il y avait de l'atmosphère sur la Lune avant les missions Apollo, plus du tout pendant très longtemps, jusqu'à maintenant, ah oui, il y a à nouveau de l'atmosphère dans la Lune. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Je pense que, en y réfléchissant bien, se pourrait-il par hasard que d'analyser maintenant les missions Apollo en remplaçant le vide lunaire par une atmosphère lunaire révélerait la supercherie de façon encore plus éclatante. Car, mes amis, il y a une différence fondamentale entre atterrir et repartir du vide ou en présence d'atmosphère. Avant cela, le 12 octobre 1954, à l'Observatoire d'Édimbourg, on pu observer une sphère sombre se déplaçant du cratère Tycho au cratère Aristarque en 20 minutes, ce qui nous permet de calculer une vitesse moyenne de 10 000 km/h. Pour avoir pu l'observer, cet objet devait faire entre 2 à 10 km de long. De nombreux corps noirs ont été enregistrés historiquement, certains en projetant leur ombre à la surface de la Lune. Bien évidemment, aucun de ces objets n'est présent dans la petite liste des 579 phénomènes anormaux de la NASA. Il se peut que ces engins aient décidé, soviétiques et américains, à abandonner très rapidement la conquête de la Lune et à se concentrer à la construction d'une station spatiale. On va donc chercher du côté des amateurs, si certains réussissent néanmoins avec leur petit matériel à capturer des choses intéressantes sur la Lune. On pourrait comparer leur matériel entre une 2 chevaux de base à une Formule 1 technologiquement parlant, par rapport à non seulement les télescopes d'État sur Terre, mais que dire des sondes et autres satellites envoyés sur la Lune. Il y a aussi ceux qui décortiquent les images des Lunar Orbiter et autres sondes envoyées sur la Lune. Je vous ai préparé quelques extraits de ce que ces astronomes amateurs réussissent à faire. Bien entendu, je vous mettrai les liens vers leur chaîne, où vous pourrez vous y abonner. Ils scrutent le ciel, la Lune, toutes les nuits. Ils scrutent, ils détaillent, ils vont image par image sur la NASA, sur les Lunar Orbiter, les photos haute définition, où évidemment, on ne peut pas tout cacher, parce qu'en zoomant, on voit des choses que, tout de même, ce sont des personnes incroyablement passionnées qui usent de 1000 astuces aussi pour améliorer leur pauvre petit matériel. Alors attention, on va vous attendre à des images extraordinaires de cinéma. Retenez qu'avec les télescopes de ces amateurs, comme je vous l'ai déjà dit, un édifice comme le Stade de France ne sera représenté que comme un seul petit point. Retenez que le cratère Platon fait 100 km de diamètre. De plus, l'atmosphère terrestre brouille les images.
ne les rendant pas nettes. Mais regardez cette vidéo de piètre qualité en vous posant la question: qu'est-ce qu'un télescope d'état haute résolution, ou mieux une sonde équipée de caméras HD verrait à la place? Et surtout, malgré la mauvaise qualité des images, observez 3 choses: les angles que certains objets font, les lignes droites, très droites, que certains objets font, et les ombres portées. Et n'oubliez pas que ce que vous allez voir va vous sembler petit, mais que c'est en fait gigantesque. Cherchez les gratte-ciel, mais filmez par le haut, hein, c'est-à-dire en les voyant du toit. Allez, je vous laisse.
donnerait cher pour voir ces images en haute définition, n'est-ce pas? En lien, je vous rappelle les chaînes YouTube de ces chercheurs, abonnez-vous, il y en a pour des jours de visionnage. Vous commencez à comprendre que notre Lune est très loin du caillou mort et aride que l'on veut bien nous décrire. Peut-être mort à la surface. Mais allons encore plus loin avec d'autres passionnés. On va commencer par William Durham. Un zoom sur un cratère. Vous avez vu ce qui en sort? On zoome un peu. On zoome encore plus. On va reprendre le même zoom mais au ralenti. On va même entrevoir l'ombre que l'objet fait sur le cratère, furtivement. Tout ça avec du matériel qui n'a rien à voir avec le matériel professionnel, bien entendu. Crow 777. Regardez cet objet. Alors Crow, sur sa chaîne, vous verrez aussi des satellites. Parce qu'on ne confond pas satellite et objet non identifié. Vous verrez sur sa chaîne des satellites. Mais regardez bien surtout cet objet qu'il a filmé avec un filtre, le halo autour de l'objet. Retenez bien cet halo autour de l'objet. Je vous en parlerai après. Et là, on le voit même s'éteindre et s'allumer. Ici John Lennard Wilson, je vous mettrai tous les liens. Des sortes de tours à la surface lunaire. Évidemment, ça vibre, hein, c'est l'atmosphère terrestre. Impressionnant. Alors, c'est quoi cet halo dont je vous parlais dans la vidéo? En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a proposé une théorie basée sur les équations d'Einstein qui permettrait à un vaisseau spatial de voyager à une vitesse supraluminique si l'on pouvait créer un champ de densité d'énergie plus faible que le vide par l'intermédiaire de masses négatives. Masses négatives qui sont très étudiées en ce moment en physique quantique. En pratique, cela correspondrait à une déformation en forme de vague de l'espace-temps qui se contracterait dans une direction et se dilaterait de l'autre. Ainsi, un objet au centre de la distorsion n'irait pas plus vite que la vitesse de la lumière dans la distorsion, mais pourrait, du point de vue de ce qui se trouve à l'extérieur, se rendre plus vite d'un point à un autre que ne le ferait la lumière sans cette distorsion. Ce qui permettrait alors un voyage effectif plus rapide que la lumière sans que l'objet à l'intérieur de la distorsion n'ait à accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière et en respectant les lois de la physique. Bien entendu, ce mécanisme proposé par Alcubierre nécessite des densités d'énergie négative utilisant une matière encore inconnue. Mais de plus en plus de publications sur les masses négatives se font jour. Or, cette distorsion de l'espace-temps créerait une sorte de bulle comparable au halo que nous avons vu dans la vidéo. Bien sûr, ça reste théorique, mais si on se base sur le fait que nous ne savons rien, on peut se demander pourquoi cet objet néanmoins crée un halo en se déplaçant. Petite parenthèse néanmoins. Parmi les extraits, il y a la chaîne de Crow 777, devenue célèbre pour avoir le premier filmé à plusieurs reprises une onde qui traverse la totalité de la Lune. Et depuis, d'autres astronomes amateurs également l'ont filmé. Je vais vous rafraîchir la mémoire.
C'est assez déconcertant, n'est-ce pas? Mais hélas, Crow 777 en déduit que la Lune pourrait alors n'être qu'un hologramme. Même si ces vidéos ne se limitent surtout pas à cela et que son travail est remarquable, cette histoire d'onde lunaire est à nuancer. Et je vais vous expliquer pourquoi. La Lune n'est nullement un hologramme, malgré l'impression que cela on puisse en donner. Déjà, factuellement, l'hologramme ne serait d'aucune utilité. Ensuite, un hologramme ne peut pas créer les marées. Mais surtout, ce que Crow 777 oublie est que la Lune est électrique, et surtout son atmosphère. Et que c'est là que petit à petit, on voit le dogme de la pensée unique se fissurer. Je vous mets dans les liens un article récent du National Geographic. Que dit-il? On pense souvent à la Lune comme un lieu inactif dépourvu de toute signe de vie. National Geographic, quand même, en ce moment. Ouais, ça vient. Or, une nouvelle étude nous rappelle que notre pâle gardien céleste est plus actif qu'il n'y paraît. Des mesures récentes menées sur son atmosphère vaporeuse viennent confirmer la présence d'une coquille électrique autour de notre voisin lunaire. Une coquille qui semble être alimentée lors de la pleine lune quand la Terre la protège de la fureur du Soleil. Il est déjà intéressant de constater avec quelle facilité on commence à parler d'atmosphère lunaire, mais comme j'aime bien tout relier, sachez que la grande Jacqueline Bousquet, à qui j'ai consacré des émissions, disait que la Lune était piézoélectrique. La piézoélectricité est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et réciproquement de se déformer lorsque l'on leur applique un champ électrique. Cette propriété trouve un très grand nombre d'applications dans l'industrie ou même la vie quotidienne. Une application parmi d'autres serait l'allume-gaz. Dans un allume-gaz, la pression exercée produit une tension électrique qui se décharge brutalement sous forme d'étincelles. C'est une application de l'effet direct. Les matériaux piézoélectriques sont très nombreux. Le plus connu est sans doute le quartz, toujours utilisé aujourd'hui dans les montres pour créer des impulsions d'horloge. Je pense que ces ondes lunaires observées par Crow 777, que vous pouvez voir en détail sur sa chaîne, sont le fruit d'une onde électrique qui se propage dans l'ionosphère lunaire. Comment et pourquoi? La réponse se trouve sans doute dans une analogie des travaux menés par Nikola Tesla, qu'il a réalisé en érigeant la tour Wardenclyffe. Il a mené non seulement des tests de conduction de courant électrique à travers le sol, en arrivant à allumer des ampoules reliées à rien, mais juste posées sur le sol. Tesla estimait que les courants électriques se comportent comme un fluide incompressible. Le rôle de la tour était d'établir en régime permanent une onde stationnaire de courant électrique à travers la Terre entière. Selon lui, le courant électrique généré par la tour se réfléchit sur le point aux antipodes de la tour et cette réflexion est responsable du caractère stationnaire de l'onde. Selon Tesla, les nœuds et ventres de l'onde forment des disques fixes, concentriques et perpendiculaires à l'axe reliant la tour à son point de réflexion aux antipodes et forment donc des parallèles le long du globe terrestre. Je me permets là d'émettre une hypothèse, certes, mais je suis certain que l'on trouvera entre les travaux de Tesla et de Bousquet l'explication de cette vague lunaire qui, elle, est bien réelle. Voilà, parenthèse refermée, je vous laisse surfer sur la chaîne de ces passionnés. Vous allez y trouver des vidéos incroyables sur notre Lune, mais également des tutos pour retrouver les points, des tutos pour distinguer, faire la différence entre le passage d'oiseaux devant le télescope, les satellites qui tournent autour de la Terre, comment ne pas les confondre, et des tutos pour aller sur le site de la NASA, sur les photos des Lunar Orbiter, et voir comment ils s'y prennent pour les analyser. Tout est expliqué dessus, c'est incroyablement bien fait, même si évidemment c'est en anglais, mais comme vous suivez le tuto, c'est pas la peine de comprendre la langue. Il faut tout de même à ce stade de l'émission préciser que certains scientifiques osent sortir du dogme de la pensée unique imposée. Ainsi, en juillet 70, deux scientifiques russes, membres de l'Académie des sciences, Mikhail Vazin et Alexander Tcherberkov, publient un article intitulé « La Lune est-elle une création intelligente ?» C'est stupéfiant que deux scientifiques, dans ce qui est encore l'URSS, osent publier cela.
Ils ne pouvaient le faire qu'avec l'assentiment du Politburo et surtout devaient savoir des choses car ils exposent dans le détail leur théorie, mais en plus concluent la théorie du vaisseau spatial Lune répond mieux que tout autre à toutes les questions quant aux multiples anomalies observées, à son origine et à la coïncidence tout à fait improbable de ses caractéristiques orbitales. Ouch! Voilà un article de presse qui aujourd'hui, à l'heure d'Internet, se propagerait à la vitesse de la lumière sur la planète. Bien, mais n'aurions-nous pas d'autre moyen de confirmer tout cela? Eh bien si. On s'aperçoit avec la déclassification des documents secrets de la CIA, du FBI, que cette dernière, mais aussi le KGB, s'intéresse énormément au remote viewing depuis très longtemps. Petit flashback. Que sont les remote viewers? Le remote viewing, c'est cette capacité extraordinaire dont disposent certaines personnes à projeter leur esprit à un point donné, et en décrivant ce qu'ils voient, minutieusement. Certains parlent aussi de vision à distance. Et ce documentaire va détailler des études menées par la CIA pour étudier les capacités psychiques à utiliser dans son programme d'espionnage. Alors comment fonctionne un remote viewer? Il va dans un endroit, il faut qu'il vous le décrive. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez, je vous donne un petit exemple de ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, vous avez à gauche la réalité, une sorte de treuil sur rail, comme ça, qui se déplace. Évidemment que le remote viewer n'avait jamais vu. Et à droite, le croquis qu'il en a fait. Mais il y avait un remote viewer qui était très célèbre, qui commençait à faire parler beaucoup de lui. Il s'appelait Ingo Swann. Et il avait été recruté en 1972 par la CIA, qui finançait un projet de recherche au Stanford Research Institute sur les perceptions extrasensorielles. Mais Ingo Swann s'y ennuyait, il avait envie de faire des expériences beaucoup plus lointaines, beaucoup plus passionnantes. Or, justement, la NASA avait lancé ses sondes Pioneer 10 et 11 qui allaient survoler Jupiter. Et la NASA recevrait les premières informations sur notre géante du système solaire en septembre 1973. Il était très excitant pour Ingo Swann de démontrer qu'il pouvait avoir les informations avant que celles-ci soient corroborées ensuite. Atteindre psychiquement Jupiter avant les sondes de la NASA, et voilà le défi lancé par Ingo Swann et accepté par la CIA. Pour qu'Ingo réussisse, il fallait deux choses, des descriptions non connues et la confirmation par les sondes. C'est très important pour un remote viewer d'avoir confirmation. Voilà ce qu'a vu Ingo. L'existence d'un manteau d'hydrogène. Ça a été confirmé en 73 et en 75. Tempête de vent violent. Confirmation 76. Tornade. Confirmation 76. Puissante émission infrarouge. Confirmation 74. Inversion de température. Confirmation 75. Forme et couleur des nuages. Confirmation 79. Couleur orange dominante. Confirmation 79. Cristaux de glace dans l'atmosphère. Confirmation 75. Couche de cristaux reflétant les ondes radio. Confirmation 75. Aurore magnétique et électromagnétique. Confirmation 75. Anneaux planétaires dans l'atmosphère. Confirmation 79. Et ça, à l'époque, on lui avait dit, mais t'es complètement fou. On voit bien qu'il n'y a pas d'anneaux. Composition liquide. Confirmation 73. Et enfin, une seule chose qui n'a pas encore été confirmée, c'est des montagnes et des noyaux solides. Et c'est toujours en débat. Et depuis 1991, c'est sérieusement envisagé. C'est suite à ce formidable succès de Ingo Swann qu'en 1975, il eut un coup de téléphone d'un ami haut fonctionnaire à Washington qu'il connaissait, qui lui suppliait d'accepter un appel téléphonique d'un inconnu. Ingo accepta bien sûr, et un certain monsieur Axelrod l'appela. Il faisait partie d'un groupe ultra secret, et ils lui disent qu'il voulait utiliser ses dons, non pas pour aller sur Jupiter, mais sur la Lune, et en particulier sur sa face cachée. La première chose surprenante est qu'autant son voyage sur Jupiter s'est fait naturellement. Alors, il racontait, décrivait ce qu'il voyait. Autant celui sur la Lune allait s'opposer à ce que son esprit était convaincu de savoir auparavant sur la Lune. Il y trouve d'abord des motifs dans le sable, des petites touffes, des dunes,
comme si le vent avait traversé ses motifs. Mais son cerveau lui envoie, il ne peut pas y avoir de vent sur la Lune, tu es sur la Lune. Il ressent une sorte d'atmosphère, mais son cerveau lui envoie, il ne peut pas y avoir d'atmosphère sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Il distingue aussi de la brume, des nuages. Elle a aussi le cerveau. Pas de brume, pas de nuages sur la Lune. Elle est morte. Ingo Swann est perplexe et demande à Axelrod de faire une pause, car, dit-il, il a dû se tromper. Mais celui-ci l'encourage à continuer. Mais Ingo Swann s'arrête à nouveau car il voit ce que son cerveau là lui interdit formellement de croire qu'il est sur la Lune. Axelrod accepte la pause et lui demande ce qu'il a vu. Ingo lui répond qu'il a dû se tromper, qu'il est désolé car ce qu'il a vu ne peut être sur la Lune. Il accepte de retourner aux coordonnées d'Axelrod un peu plus tard. Et il revoit la même chose. Il voit quoi? Des éclairages identiques à ceux que l'on voit sur les terrains de football de nos jours, mais avec une lumière verte. Il voit des sortes de tours. Donc il arrête, il s'excuse encore auprès d'Axelrod en lui disant qu'il a dû se tromper, qu'il a été quelque part sur Terre, qu'il allait réviser son protocole, les coordonnées, il s'excuse. Mais Axelrod l'encourage à y retourner. Il retourne. Il ressent à nouveau une légère atmosphère. Il voit les éclairages, les tours, dont une énorme qu'il estime équivalente à 40 étages. Ingo Swann est bouleversé. Il demande des comptes à Axelrod. Et là, il comprend, à travers le dialogue qui s'instaure avec lui, que c'est une agence gouvernementale ultra secrète. Il comprend que la NASA a pris des photos. Il comprend aussi que ce n'est pas humain. Il comprend que ceux qui ont construit cela ne sont pas amis. Il comprend que Russes, Américains, devaient faire appel à ce qu'on appelle des voyants, même si c'est des remote viewers, pour en savoir plus. Axelrod donna d'autres coordonnées à Ingo. Il y voit des choses là qu'il ne comprend même pas. Des bâtiments à l'aspect très étrange. Des ponts dont il ne comprenait même pas la fonction, qui semblaient se reposer sur rien. Il vit de longues choses tubulaires, des machines, des routes droites sur plusieurs kilomètres. Et le comble, il voyait des humanoïdes, nus comme des vers, creusés à flanc de colline. Mais ces humanoïdes ont commencé à gesticuler et à montrer la position où, logiquement, était l'esprit de Ingo. Comment pouvait-il faire cela? Là, Ingo Swann comprit qu'il n'avait pas été le premier voyant à avoir été embauché par cette organisation et que tous avant lui avaient confirmé non seulement ce qu'il avait décrit, mais aussi la capacité de ces humanoïdes à remonter le fil télépathique. Axelrod lui promit de fournir à Ingo les preuves de ce qu'il avait vu. Était exact. Ingo Swann se demandait comment il pouvait bien faire pour lui fournir les preuves et que cette fois-ci, il resterait sans réponse par rapport à ce qu'il avait vu. Quelques temps plus tard, Ingo Swann reçut chez lui un livre qui venait de sortir, de Georges Léonard. Some the house is on the moon. Voilà ce livre, qui a très vite été épuisé. Ingo Swann, évidemment, se met à lire immédiatement le livre. C'est rempli de données vérifiables, de dessins de structure. Il compare les dessins, ce qu'il avait vu, et plusieurs ressemblaient. En fait, Georges Léonard avait obtenu des photos de la Lune faites par les sondes de la NASA. Je vous remets les liens des documents déclassifiés de la CIA sur le remote viewing et sur Ingo Swann. Sachez que CIA, NSA, FBI, etc. classifient quelques 500 millions de pages de documents par année. Concernant le remote viewing, une part accrue des efforts consiste à trouver un nombre croissant d'individus capables de faire preuve d'un visionnage à distance de haute qualité, souvent à leur propre surprise. Mais de temps en temps, les fuites arrivent de là où on ne s'y attend pas. En 1979, un bombardier soviétique Tu-22, équipé comme un avion de reconnaissance, est perdu au Zaïre. Fait remarquable, l'avion a ensuite été localisé par un observateur à distance de la force aérienne. Et la fuite vient du président Jimmy Carter, qui était au courant, avouant à la presse nationale que la CIA avait, à son insu, avait consulté un psychique pour localiser un avion gouvernemental disparu. Selon CNN, il aurait déclaré à des étudiants de l'université Emory que l'avion américain spécial s'était écrasé quelque part au Zaïre.
La seule différence était que c'était un avion russe et non américain. Et ça, on ne pouvait pas le dire à la presse. Selon Carter, la femme est entrée en transe et a donné quelques chiffres de latitude et de longitude. Nous avons concentré nos caméras satellites sur ces points et l'avion était là. Sauf que, évidemment, ils présentent ça d'une façon style, c'est un médium qui a vu, et les remote viewers n'ont pas besoin de rentrer en transe, ils ne rentrent pas en transe. Plus tard, Paul H. Smith, aujourd'hui un commandant à la retraite de l'armée américaine, nous donne plus de détails de cette affaire dans son livre. En mars 1979, une jeune femme nommée Rosemary Smith, certainement un faux nom, membre de la force aérienne, reçut une carte du continent africain. On lui a seulement dit que ces derniers jours, un bombardier soviétique Tu-22, équipé comme un avion espion, s'était écrasé quelque part sur le continent. Les États-Unis voulaient désespérément récupérer les codes et les équipements secrets, top secrets russes que portaient les Tu-22. Utilisant leur habilité à regarder à distance, elle a repéré l'épave, même si celle-ci avait été complètement avalée par la flore dans laquelle le jet avait plongé le nez en premier. Pour les passionnés, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette affaire. Mais de nombreuses autres personnes ont confirmé, concernant la Lune, ce qu'a vu Ingo Swann, dont par exemple le sergent Carl Wolf de l'US Air Force concernant les prises de vue des sondes lunaires américaines. Carl Wolf a travaillé dans l'armée de l'air pendant plus de 4 ans, à compter de janvier 64. Il avait un niveau d'accès top secret et a travaillé au commandement tactique aérien de la base de l'Air Force Langley en Virginie. Tout en travaillant dans un service de la NSA, il a vu des photographies prises de la Lune depuis les sondes lunaires qui ont montré des structures artificielles détaillées. Ces photos ont été prises avant l'atterrissage supposé d'Apollo en 69. Il disait « Je ne voulais pas regarder cela aussi longtemps parce que je sentais que ma vie était en jeu. Vous comprenez ce que je dis? J'aurais adoré observer cela plus longtemps, en avoir des copies, j'aurais aimé en parler, j'aurais aimé en discuter, mais je savais que je ne le pourrais pas. Je savais que le jeune gars qui me faisait voir ça dépassait vraiment les limites. Je sentais qu'il avait besoin d'en parler à quelqu'un. Il ne l'avait jamais fait et ne pouvait pas le faire. Il s'est mis à m'en parler pour un seul motif, je pense, celui de se libérer un peu du poids considérable qui pesait sur lui. Je savais, après avoir quitté l'armée, que je ne pourrais aller nulle part pendant 5 ans sans en référer au département d'État. À chaque fois que je voulais voyager, même sur le territoire des États-Unis, je devais le signaler, demander la permission. Ils exigeaient de savoir où je me trouvais à tout moment. Par exemple, quand nous allions au Vietnam, il y avait toujours quelqu'un avec nous avec un fusil, toujours prêt à nous descendre si nous tombions entre les mains de l'ennemi. Ils ne voulaient pas que l'ennemi nous capturât. Ils préféraient nous tuer. Nous savions dans quelles conditions nous opérions. Notre vie était en jeu à tout instant si nous tombions entre de mauvaises mains. Nous étions conscients de cela. Quand j'ai quitté l'armée, j'ai été informé qu'ils enquêteraient régulièrement sur moi pour être sûr que je ne serais pas impliqué dans des activités contre les intérêts du gouvernement. Comprenez bien, l'armée et la CIA étaient totalement ignorantes du fait que Carl Wolf avait vu ces photos. Il était surveillé comme le lait sur le feu car il était accrédité secret défense sur d'autres sujets. Alors imaginez 2 secondes la pression mise sur le gamin qui lui a montré les photos car il était terrorisé d'effroi. Il ne pouvait pas en parler à quiconque et a profité de l'occasion d'être à 2 avec aussi quelqu'un d'habilité secret défense pour s'épancher. Quelle serait votre réaction à vous si vous aviez dans les mains des photos de structures incroyables et incompréhensibles et qu'on vous dise que ces photos étaient prises sur la Lune, que vous pensiez être morte et que vous compreniez que vous avez affaire à une civilisation bien plus avancée? En plus des liens des documents déclassifiés de la CIA, je vous mets une interview récente de Carl Wolf faite par Stephen Greer. Pour la voir en français, il faut regarder le documentaire Sirius de Stephen Greer. Le remote viewing est ce qu'il y a de plus fiable, bien plus que les médiums qui, dans la plupart des cas, sont totalement sous contrôle, et bien plus que les séances d'hypnose régressive qui, à 99%, sont aussi sous contrôle et totalement fausses. Hypnose régressive de soi-disant contactés qui auraient été sur la Lune. Les agences secrètes ne font confiance qu'aux informations en remote viewing. Les hypnoses, elles, ne sont utilisées que pour le mind control.
On s'aperçoit que tout semble se recouper, mais certains d'entre vous m'ont demandé, mais alors, les conversations des astronautes sont toutes fausses? Car certaines faisaient référence à des observations de type, justement, extraterrestre sur la Lune. Là, on touche à la fois le cœur et la solution du problème. Voilà un moyen assez spectaculaire pour faire comprendre aux astronautes que l'on ne peut pas les envoyer sur la Lune, mais qu'il faut faire croire que oui. Et qu'il faut absolument, pour la paix sur Terre, que les humains le pensent. En effet, essayez d'imaginer 2 minutes de l'impact subi par l'humanité si on leur avait annoncé, dans les années 60, mais c'est valable encore aujourd'hui, que notre satellite possède en son sein une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Pas simple cette affaire. Mettez-vous 2 secondes à la place d'un astronaute ou d'un haut responsable des missions Apollo. Vous êtes à fond dans la mission. Il y a de gros problèmes, certes, que l'on a vus dans les précédentes émissions, mais vous êtes dedans. Tout d'un coup, on vous montre de vrais clichés de la surface lunaire, prises par les Lunar Orbiters qui ont précédé les missions Apollo, avec des constructions de type inconnu, des vaisseaux de type inconnu, des ponts, des routes. Quelle serait votre réaction? Pour la plupart, vous seriez glacé d'effroi. D'autres, courageux, auraient envie de savoir et peut-être d'y aller. Sauf qu'ils, les Luniens, n'ont jamais pris contact avec nous, avec leur technologie qui est d'évidence et largement supérieure. Alors verrait-il d'un bon œil que nous y envoyons des hommes? De plus, sincèrement, qui aurait envie d'y aller? Mais par contre, c'est un excellent moyen de mettre au secret des personnes qui comprendraient dans ce cas que l'on ne peut s'y rendre, mais qu'il est alors indispensable de le faire croire pour ne pas effrayer l'humanité. Vous êtes alors investi d'une grande mission, vous taire, garder le secret. Vous savez, mais vous ne pouvez rien dire. Les Américains ont fait semblant d'y avoir été. Les Russes sont évidemment au courant et couvrent les Américains en ne dévoilant bien évidemment pas l'imposture. Plus tard, Chinois, Japonais, Indiens, Israéliens maintenant feront de même. Mais alors, si tout est faux, à quoi servent ces bribes de conversation mystérieuse des astronautes faisant allusion à une présence exogène sur la Lune? Eh bien, on se défend par avance d'éventuelles fuites. On ne peut garantir à l'avance que personne, malgré les pressions, malgré les menaces, ne parlera. Donc on prépare à l'avance une réponse à d'éventuelles fuites. Les petites phrases mystérieuses d'astronautes, qui en plus n'ont même pas besoin de mentir pour les dire, car eux sont au secret, permettront, en cas de fuite, de traiter d'éliminer celui qui les a crus en les ayant pris au premier degré. Pensez-vous réellement que ces militaires surentraînés auraient en direct décrit des phénomènes extraterrestres se sachant écouter? Il faudra une émission entière consacrée aux techniques de désinformation pour bien comprendre cela. Je sais qu'il est très difficile en France de faire une émission comme celle-ci, car il est presque impossible de parler d'ufologie, car ce sujet est toujours traité de façon ridicule dans les médias. Il faut que vous sachiez que c'est typiquement français. Dans les autres pays, on parle ufologie de façon sérieuse, dans les médias institutionnels. Je vous mets par exemple dans les liens une interview récente de Nick Pope sur Fox News. Le jour où en France on interviewera de façon sérieuse un ufologue sur TF1, France 2, à des heures de grande écoute, les poules auront des dents. Il y a une censure évidente dans les grands médias. Les preuves, comme le dit Stephen Greer, sont plus que suffisantes. Mais si on n'en parle pas, et que lorsqu'on en parle, c'est tourné au ridicule, 99,9% de la population pensera que c'est du domaine de la science-fiction. Arrivé à ce stade de l'émission, une question pourrait naître. Si la Lune est creuse, artificielle, habitée par une civilisation plus avancée, à quoi sert-elle? Que veulent-ils? Pourquoi ne prennent-ils pas contact avec nous? Mais, au fait, à quoi sert la Lune? Eh bien, regardons ce que serait la Terre sans la Lune. Je vous mets en lien une conférence de Jacques Lascar, de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, membre de l'Académie des sciences, qui est reconnu comme l'un des plus grands spécialistes des planètes telluriques et de leur évolution dans le temps et de leur mouvement chaotique dû à l'évolution de leur obliquité. Obliquité, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation. Ce mouvement du plan orbital de la Terre induit un mouvement de l'axe de rotation qui se manifeste par des petites oscillations de cet axe de plus ou moins 1,3 degrés.
et joue donc ainsi sur l'insolation dans les hautes latitudes, c'est-à-dire des actions des rayons du soleil. Cela peut correspondre à une variation de 20%. Ils sont à l'origine des grands changements climatiques du Quaternaire. Augmentation de la calotte polaire à refroidissement général de la planète à l'âge glaciaire. Il est à remarquer le rôle essentiel joué par la Lune dans la stabilité de l'obliquité de notre planète. C'est M. Lascar qui parle. La Lune stabilise les oscillations de l'obliquité de notre planète, agissant comme un régulateur climatique. En effet, la précession est un facteur important jouant sur l'insolation. La Lune a empêché le passage par des résonances chaotiques qui auraient certainement rendu la vie sur Terre profondément différente. Merci la Lune. Il semble qu'il y ait des indications que la Terre ait subi, il y a 600 à 800 millions d'années, une ou plusieurs périodes de glaciation globale couvrant complètement la planète type snowball, boule de neige. Quel phénomène l'a déclenché? On ne le sait pas encore vraiment. C'est toujours M. Lascar qui parle. Une autre explication possible serait la forte obliquité de la Terre. 54 degrés il y a 600 millions d'années. Mais quel mécanisme peut ramener cet axe de 54 à 23 en 600 millions d'années? Ce ne peut être un phénomène dissipatif du genre friction noyaux manteaux. Ils précessent à des vitesses différentes, créant ainsi un couple de friction à leurs frontières. L'axe devrait se redresser. Cela doit par conséquent jouer sur la vitesse de la rotation de la Terre, qui devait être de l'ordre de 13 heures il y a 600 millions d'années. Mais en fait, les mesures donnent 20 heures. Donc ce modèle ne semble pas valide. Peut-il y avoir un autre mécanisme dissipatif? Oui. Par exemple, des phénomènes de glaciation, déglaciation alternative. Cela change la répartition des masses et joue donc sur le moment d'inertie de la planète et par conséquent sur son obliquité. Mais on n'arrive pas quand même à bouger autant l'axe de la Terre dans ce cas de figure. Donc, pour le moment, aucun mécanisme actuel ne peut conforter le scénario de forte obliquité. On comprend, en regardant sa conférence, que l'on ne peut qu'émettre des hypothèses. La Terre n'était pas stable, l'inclinaison de son axe de rotation en faisant une planète de glace. Ils ne savent pas ce qui a redressé la Terre. Bien entendu, ils n'envisagent nullement la possibilité que la Lune aurait ne pas pu être présente il y a 800 millions d'années. Que se passe-t-il sur les autres planètes de type tellurique? Mars ne possède pas de satellite significatif. Il n'y a donc pas eu de rôle stabilisateur de l'axe de rotation. L'obliquité de Mars est chaotique. Elle a varié entre 0 et 60 degrés. Ça va entraîner des variations climatiques importantes. À forte obliquité, la calotte du pôle Nord devient instable et se sublime lentement. La glace se dépose dans les régions équatoriales, puis revient dans les hautes latitudes et au pôle, à plus basse obliquité dans un mouvement cyclique. Comme l'obliquité est tellement chaotique, il n'est pas possible de donner une évolution sur plus de quelques millions d'années. On remarquera que l'obliquité actuelle de Mars, 24 degrés, est très éloignée de sa valeur moyenne 40 degrés. Cela veut probablement dire que le climat actuel n'est peut-être pas représentatif du climat passé. Vénus. Le jour sur Vénus dure 243 jours. Et qu'elle aurait une obliquité entre 0 et 180 degrés. Et on ne sait pas grand-chose d'autre. Mercure, enfin, une orbite chaotique sur une longue période. On comprend donc le rôle essentiel joué par la Lune sur la stabilité de la Terre. Sans la Lune, la Terre passerait par des périodes de glaciation, désertification, submersion des eaux de manière régulière. En gros, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister sauf sur des périodes alternatives d'éclosion de la vie, d'extinction, éclosion, extinction. En gros, la vie ne serait possible qu'à l'intérieur de la Terre, surtout que nous ne savons pas ce que ces changements d'axe, d'inclinaison impliquent comme changement sur les champs magnétiques qui nous protègent. Si on acceptait de façon scientifique d'admettre que la Lune n'a pas toujours été là, cela résoudrait, je le pense, bien les mystères auxquels ces mêmes scientifiques tentent désespérément de trouver des réponses. Du reste,
Quand ces mêmes scientifiques prennent l'hypothèse de la disparition de la Lune, que disent-ils? Alors là, il suffit de taper dans Google la Lune sur la Terre. Mais alors là, vous avez des vidéos, le pire des films de catastrophe que vous avez vu, à côté, c'est rien. La Terre subirait une sorte de tsunami mondial double. Toute le côte sera ravagée et détruite en très peu de temps. Son axe deviendrait erratique, variant comme Mars, entre 15 et 75 degrés. L'Afrique centrale pourrait se remplir de glaciers. L'Antarctique se remplir de forêts tropicales. Intéressant, non? N'a-t-on pas découvert des restes de forêts tropicales en Antarctique? Comme quoi, les savants russes ont raison. Admettre que la Lune est artificielle résout bien des problèmes. Petite parenthèse encore. Souvent, j'entends des chercheurs s'extasier du fait qu'en étudiant des civilisations anciennes, ils sont frappés de constater qu'elles ont en point commun les chiffres. Eh oui, le cycle de la Lune a été le plus simple de tous les cycles à calculer. Cela nous a donné le calendrier lunaire, cela nous a servi à mesurer le temps, donc à calculer de la même façon 4 coins du globe. Inutile d'aller chercher des mystères bien plus loin. Par contre, en parlant de civilisations anciennes, se pourrait-il que une des civilisations nous ait précédés, puis ont disparu, car il n'y avait pas de Lune? Question ouverte. Mais jamais étudiée, comme tout ce qui concerne la Lune depuis qu'on veut nous la faire passer comme ce qu'elle n'est absolument pas. Sans la Lune, pas de vie telle que nous la connaissons sur Terre. C'est du reste assez bien résumé par 2 citations. Robin Pratt, scientifique à la NASA, disait « Il est plus facile d'expliquer la non-existence de la Lune que son existence. » Erwin Shapiro, astrophysicien de Harvard, disait « La meilleure explication de la Lune est l'erreur d'observation. La Lune n'existe pas. » Je vous laisse vous-même tirer les conclusions qui s'imposent. Un auteur français, en 1968, a écrit un livre qui mélange habilement notre histoire, notre religion, les mystères de la Bible. Il lui reste voir mon émission à ce sujet, et la Lune. Il s'agit de M. Jean Sandy, qui en 68 faisait paraître cet ouvrage, La Lune, clé de la Bible. Selon lui, en étudiant la Bible à la façon de Mauro Biglino, de nos jours, nous n'avons pu que être conçus par une civilisation avancée ayant fait des expériences génétiques pour arriver à l'Homo sapiens. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voir mon émission Ufologie paranormale, apparition mariale, nos origines. Et qu'une fois le travail fait, pour on ne sait quelle raison, il serait parti se réfugier dans la Lune. Il était convaincu, Jean Sandy, sachant que l'homme allait bientôt y poser le pied, qu'ils allaient là-bas découvrir cette civilisation avancée. Sans doute n'avait-il pas tort. Il y a je ne sais combien de témoignages de militaires dignes de confiance en surveillance de sites nucléaires militaires ayant rapporté le survol d'OVNI, mais aussi la mise hors tension de leur tête nucléaire. Ce sont des témoignages fiables, clairement établis. Alors n'allez pas chercher des ovnis venant du fond de la galaxie faisant cela. Ils viennent d'à côté de notre satellite. Ne croyez pas, comme la grande majorité des ufologues le racontent, que le phénomène ovni est né à partir de l'explosion de notre première petite bombe A nucléaire qui aurait affecté l'espace-temps. C'est du n'importe quoi. Une simple éruption solaire équivaut, comme je vous l'avais démontré avec le document du CEA, à 10 milliards de bombes H. Cela n'affecte nullement l'espace-temps. Mais ceux qui nous surveillent depuis la Lune n'ont aucune envie que l'on soit éradiqué. Pourquoi? Ah, je dois avouer que les sources historiques, scientifiques dont j'aime me plonger se tarissent. Il reste beaucoup de suppositions, d'histoires, de contes que certains, hélas, prennent pour argent comptant. En lisant toutes ces théories, je n'arrive pas à trouver un fil solide sur lequel je pourrais m'appuyer. Je ne suis pas un conteur qui aime raconter des histoires sans vous présenter un début de preuve. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je dis sur le sujet, je trouve son contraire également et aucun fait réel sur lequel m'appuyer. Alors il me faudra procéder autrement. Et j'ai ma petite idée qui germe doucement. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Si vous avez aimé, eh bien partagez. Je vous laisse avec une dernière petite vidéo. Celle du satellite que l'on appelle Chevalier Noir, que nos chers astronomes amateurs ont réussi à capturer plusieurs fois. Ça a même fait la une fois de VSD, je crois, ou de Paris Match.
Je pense perso qu'il y en a plus que un, mais c'est que mon humble avis. Ce que je sais, c'est que c'est loin d'être une légende urbaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Abonnez-vous si vous ne voulez pas les rater. Et à très bientôt. Bise.